grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Après 64 ans d'indépendance, le Mali toujours en marche vers sa souveraineté. C'est le thème du grand dialogue d'aujourd'hui. Fidèles auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir et bienvenue. Le 22 septembre 1960, le Mali accédait à l'indépendance. Celle-ci devrait assurer au pays sa souveraineté sur le plan politique, économique, monétaire, entre autres. 64 ans après cette indépendance, est-ce qu'elle est toujours totale? Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de souveraineté retrouvée? Quels sont les facteurs qui ralentissent le développement du pays après tant d'années? Voici entre autres questions auxquelles nos invités du jour vont tenter de répondre. Ils sont Bintou Founès Samake, elle est militante pour les droits des femmes, elle est au téléphone. Professeur Abdraman Silla, il est historien. Daouda Moussa Kone est économiste. Je suis Mariam Koulibaly, bienvenue. Le grand dialogue. 22 septembre 1960, 22 septembre 2024, le Mali a 64 ans. Alors, monsieur le professeur Abdraman Silla, qu'est-ce qui a amené les pères fondateurs à se battre pour l'indépendance du Mali? Merci beaucoup pour nous avoir associés à ce débat. Je voudrais donc adresser à l'ensemble du peuple malien bonne fête d'indépendance. Le 22 septembre 1960, c'est vrai, c'est une date historique. Une date historique qui a vu notre pays accéder à la souveraineté internationale. Il s'est passé énormément de choses qui, pourront-on dire, remontent un peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La fin de la Seconde Guerre mondiale, avec l'adoption de la Charte des Nations Unies, il était évident pour l'ensemble des peuples colonisés du monde que rien ne sera plus comme avant, y compris pour ces pays colonisateurs, puisqu'ils sont tous signataires de la Charte des Nations Unies et reconnaissent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Dès lors, il s'est engagé un très grand, vaste mouvement d'inspiration pour la libération du continent, du joug colonial. Et ce mouvement sera né à la suite d'abord de l'adoption de la Constitution française qu'on a appelée l'Union française en 1946, qui donne pour la première fois le droit au peuple colonisé de pouvoir se battre sur le plan politique. Parce qu'avant 1946, il n'y avait pas de possibilité pour les dirigeants africains de mener ce combat-là. Et les Africains saisiront la balle au bon, comme pourrait-on dire également, pour aller rapidement sous le leadership du président Félix Houphouët-Boigny créer le Rassemblement démocratique africain, qui a été vraiment le véritable moteur, moteur en tout cas pour l'accession des pays à l'indépendance. Donc il a été, depuis 1946 avec le mouvement RDA, il a été donc engagé une série de réformes dans les colonies, toutes les réformes qui aboutiront effectivement à la possibilité pour nos États d'accéder à l'indépendance. Le parcours est assez long. On pourra peut-être revenir sur certains détails, mais il faut quand même noter, il y a d'abord 1946, la création du RDA, mais il y a une autre date extrêmement importante, ça c'est 1956, avec la loi Gaston Defferre, la loi Defferre qui a été adoptée, la loi cadre. Ça c'est extrêmement important. Et il y a 1958 qui verra donc le mouvement fédéraliste aussi pointer à l'horizon. Et ce mouvement fédéraliste, ensemble, entre le Mali, le Sénégal, le Mali, quand je dis le Mali, je parle du Soudan français, le Sénégal, le Dahomey qui est actuellement le Bénin et la Haute-Volta qui est actuellement le Burkina Faso, qui les verra conduire à aller à un congrès constitutif en 1959 pour créer la Fédération du Mali. Et voilà un peu ce qui a précédé un peu la libération de nos pays du joug colonial.
D'accord. Daouda Moussa Kone, vous êtes économiste. Et racontez-nous un peu la vie des Maliens avant notre accession à l'indépendance. Comment est-ce que les Maliens vivaient à l'époque? Merci pour cette question et merci de nous avoir invités pour parler un peu du Mali, de 60 à nos jours. Et bonne fête d'indépendance aussi à tous les Maliens. Et donc, raconter la vie des Maliens avant l'indépendance, nous qui sommes un peu nés pendant les périodes d'indépendance, ce n'est que raconter ce qu'on a vu dans les documents et ce qu'on nous a raconté. La vie pendant l'indépendance, pendant la colonisation, elle n'est pas du tout aisée, de toute façon. Elle n'était pas du tout aisée parce que c'était une vie sous esclavage, en fait. Et donc, le colon, dès lors qu'il a conquis les différents territoires, et puis il a organisé la vie économique de façon que l'économie des colonies soit extravertie. C'est-à-dire que nous travaillons uniquement pour créer de la richesse, et cette richesse était destinée prioritairement à la colonie. Pardon, à la métropole. C'était du travail forcé. Personne n'est à l'aise dans un travail forcé. C'était de l'esclavage pur et dur pratiquement. Et donc les Maliens, pendant la période coloniale, et tous les peuples colonisés vivaient mal dans leur chair, parce que rien ne veut que la liberté. Et dès lors qu'on t'arrache cette liberté-là, tu as beau être dans une certaine opulence, ça ne sert à rien du tout. Et donc, au plan économique pur et dur, nous étions membres de l'Empire français, mais des sous-hommes, et donc des chairs à canon, quand il y a la guerre, et des bêtes de somme quand il s'agit d'organiser la vie économique purement et simplement. Quand on prend l'exemple de l'Office du Niger. L'Office du Niger a été créé pendant la période coloniale. Elle a été créée dans un premier temps pour fournir des industries françaises en coton. Quand la production de coton n'a pas marché, ils sont allés vers le riz et tout ce qui s'ensuit. Et quand on prend aussi le coton était carrément produit, mais jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Les productions telles que le coton sont faites pour alimenter l'industrie en dehors. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas eu d'amorce d'industrialisation au niveau des pays colonisés. Quand on prend le chemin de fer Dakar-Niger, il a été purement et simplement construit pour évacuer les richesses créées dans les colonies vers la métropole. Donc la vie, nous visions une vie de misère en quelque sorte, étant donné que on arrivait quand même à se nourrir. Ça, cultiver, se nourrir là, on le faisait et à la sueur de nos fronts. Mais au niveau macro, au niveau du développement et de la collecte de la richesse du pays, était essentiellement destiné à enrichir la métropole. Alors, Bintou Founeh Samaki, comment est-ce que le colonisateur a transmis le pouvoir à Modibo Keïta et à ses compagnons? Est-ce que le transfert s'est fait immédiatement? Bon, ce que je pourrais dire, je ne suis pas un témoin oculaire de ce transfert, mais quand même, je l'ai lu dans les livres d'histoire et tout, et je l'ai étudié aussi au cours de ma formation, c'est que le transfert s'est fait de façon pacifique. C'est-à-dire l'indépendance n'a pas été acquise au prix de luttes violentes où le sang des Maliens a été versé, mais ça a été plutôt une négociation où le colonisateur, sous certaines conditions, a vraiment transmis le pouvoir au président Modibo Keïta. Et actuellement, c'est d'actualité comme le Mali aujourd'hui s'est engagé pour une souveraineté totale. Toutes les conventions qui avaient été signées à l'époque sont en train de faire surface pour pouvoir dire que c'était des conventions très contraignantes, indépendantes, mais indépendantes à mi-chemin, parce qu'il y avait la dette coloniale qui était en train d'être payée jusqu'à nos jours. Donc, ça a été vraiment une négociation,
mais une négociation qui n'était pas du tout en faveur du Mali, plutôt de l'indépendance. Donc, ça a été une négociation qui a été faite et transmise de façon pacifique. Est-ce qu'à l'époque, on pouvait dire que la signature de ces conventions était nécessaire pour que la décolonisation soit totale? Oui, la signature de ces négociations, parce que là, si je dois vraiment parler, je pense que ces négociations ont été faites par les représentants du Mali à l'époque, avec l'esprit de pouvoir décoloniser petit à petit, afin que le Mali puisse retrouver toute sa souveraineté. Et aujourd'hui, 60 ans après, nous voyons que ce processus a été véritablement déclenché pour que les Maliennes et les Maliennes puissent comprendre que nous devons aller vers non seulement une décolonisation économique, mais une décolonisation des esprits aussi, pour que nous puissions être totalement souverains. Alors, professeur Sylla, est-ce que après l'accession du pays à l'indépendance, le pays colonisateur a automatiquement décidé de prendre ses affaires et de partir? Comment tout cela s'est passé? Merci beaucoup. Permettez-moi de revenir légèrement en retard, un peu en arrière pour parler un peu du Soudan avant les indépendances. Alors, c'était une période coloniale. On peut dire simplement que nous avons accédé à l'indépendance en 1960, donc rompre le lien colonial. Mais il faudrait être convaincu d'une chose, que la colonisation qui a été achevée au Soudan français en 1895 et qui aura duré quelques 80 ans, a été un déni total de notre histoire. Comment vous pouvez comprendre que ces Européens qui sont venus chez nous, qui nous ont traités en esclaves et qui nous disent que nous n'avons pas d'histoire à nous, que c'est eux qui nous apportent la civilisation? Vous voyez combien c'était aberrant déjà à ce stade-là. Que c'est eux qui nous apportent la culture, la civilisation en un mot. C'est eux qui nous apportent l'État. Alors je dis, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que notre propre peuple s'approprie de cette histoire-là, qu'il comprenne la profondeur de ce dégât, le dégât qui a été causé par la colonisation. La colonisation a été complètement ce déni de l'histoire. Ils ont méprisé l'existence de l'Empire de Ghana, qui a vécu quelques 1000 ans. Et c'était un empire tellement bien organisé, tellement bien géré, que dans les récits, en tout cas de ces voyageurs-là, on retrouve encore les traces de cela. Donc les colonisateurs a dénié, a nié que ceci était une vérité. Après le Ghana, tout le monde se rappelle de l'Empire du Mali. Tout le monde se rappelle de ces moments de Kankou Moussa, de Soundiata Keïta. On se rappelle du Songhai, de l'Empire Songhai. Et regardez la dimension spatiale qu'a valu ça. C'est la grandeur de ces empires, leur façon d'être gérés. Alors voilà un peu tout cela que la colonisation méprise, dit que ce n'est pas vrai. Donc c'est eux qui sont venus et c'est eux qui vont nous apporter l'histoire. Alors je dis donc des hommes et des femmes qui ont vécu sous cette ère coloniale, évidemment, n'ont pas été des hommes libres. On connaît aussi toute la méchanceté qui était liée à la colonisation, parce qu'il s'agissait donc de nous esclavagiser. Il fallait que c'est eux qui sont les références et c'est nous n'étions rien. Donc, je pense que Daouda a rappelé effectivement ce passage-là. C'est extrêmement important aujourd'hui que nous puissions aussi le dire. Tout à l'heure, vous avez parlé de transfert de pouvoir. Il faut, comme je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, au fait, il faudrait peut-être voir la Fédération du Mali.
c'est dans le cadre de la Fédération du Mali. La Fédération du Mali a été, si vous voulez, le congrès constitutif qui l'a proclamé, s'est tenu en 1959 à Dakar, et qui a proclamé donc la Fédération du Mali avec 4 États. Donc les 2 États que sont le Dahomey, actuellement le Bénin, et la Haute-Volta, actuellement le Burkina Faso, après Dakar, devraient retourner dans les assemblées territoriales pour approuver la charte constitutionnelle, ce qui n'a pas été fait par ces 2 États-là. Ils se sont donc retirés de la fédération. Par contre, le Sénégal et le Mali, le Soudan, ont donc accédé au niveau des assemblées territoriales à l'adoption de la charte constitutionnelle. Donc la fédération du Mali est née, effectivement. Et les négociations ont été engagées auprès du président de l'époque, le général de Gaulle, pour l'indépendance de cette fédération-là. Les premiers accords ont été signés le 4 avril 1960, qui consacrait le transfert des compétences. Maintenant, la déclaration devrait s'en suivre un peu vers juin 1960. Et c'est en juin 1960, effectivement, que on peut dire la fédération a accédé à son indépendance. Vous connaissez la suite de l'histoire. La fédération n'a pas vécu plus de 2 mois. Elle a éclaté pour des raisons que nous connaissons tous. Il y avait à la fois une grande différence en termes d'idéologie entre les Soudanais, qui sont donc Modibo Keïta et ses camarades, et les Sénégalais avec à leur tête Léopold Sédar Senghor. Donc ces divergences idéologiques, ces divergences liées au comportement de ces leaders-là, des divergences liées à la perception même du monde de cette période-là. Parce que nous sommes dans un monde colonisé, nous voudrions sortir de la colonisation. 30 minutes de la fin de l'émission. On va donner la parole à vos co-débatteurs. Alors c'est ce que je craignais un peu. Maintenant, oui. juste vous parlez de transfert automatique. Non, il n'y a pas de transfert automatique de l'indépendance. Les gens se sont battus. Les gens se sont battus. Dès que la fédération du Mali a éclaté, vous connaissez dans quel contexte Modibo Keïta et ses hommes et ses camarades qui avaient été assignés à résidence surveillée ont été libérés, mis dans un wagon pour les amener à Bamako. Donc, arrivé à Bamako quelques jours plus tard, donc le congrès du parti s'est réuni et le congrès du parti a donc proclamé l'indépendance de la République du Mali. Voilà un peu. Je crains toujours le temps. Nous allons donner la parole à M. Daouda Moussa Kone, il est économiste. Et quelle était la vision de Modibo Keïta et de ses compagnons? Juste, merci pour la question. Oui. Est-ce que le colonisateur est. Je précise que le colonisateur n'est pas parti. En tout cas, le colonisateur français n'est pas parti. Quand on fait une petite comparaison entre le colonisateur français et le colonisateur anglais, les Anglais ont laissé libre choix à leur ancienne colonie de se développer eux-mêmes. Mais la France n'a pas fait de même. La France a traité est partie de non. Elle est restée, en fait. Et elle a changé de forme d'exploitation. Et maintenant, votre question, c'était... Quelle était la vision de Modibo Keïta? Quelle était la vision de Modibo Keïta? Comme vient de le dire Abdraman, la vision de Modibo Keïta à l'époque, à l'indépendance, était totalement différente de celle du Sénégalais Senghor et de leurs camarades. Et donc la vision, c'était l'option socialiste, purement et simplement. Et donc une économie planifiée, une économie qui sera basée sur une planification décentralisée. Et puis, ça lui a, de mon point de vue, réussi pendant 8 ans. Et donc, c'était totalement à l'opposé de l'option idéologique, non seulement du voisin sénégalais, mais aussi de la France. Et donc, on n'a pas laissé faire. Sinon, on peut dire que sur les 8 ans de Modibo Keïta, il a mis en place d'abord une économie socialiste planifiée. Il a essayé de mettre les jalons, les principaux jalons pour développer une économie. En témoignent des dizaines d'unités industrielles qui ont été mises en place. Et quand on prend aussi l'organisation de l'agriculture, quand on prend aussi l'organisation du commerce, un kilo de sucre coûtait le même franc, le même montant à Bamako qu'à Gao.
Et donc, il a fait de son mieux pour pouvoir bien développer ce pays-là. Mais l'environnement, les facteurs exogènes n'ont pas facilité la tâche à Modibo et à ses camarades. On peut prendre l'exemple exact sur la Guinée. La Guinée, purement et simplement, ça a été carrément de la guerre ouverte avec le colonisateur. Quand le colonisateur plie bagage, il s'en va jusqu'à enterrer les livres de Mamadou Ibineta. C'est quoi cette affaire? Donc c'est pour dire que dès lors qu'on n'était pas d'accord avec le colonisateur, et le colonisateur faisait tout à l'époque pour mettre des bâtons n'importe où, y compris le sabotage économique, y compris tout ce qui s'ensuit. Alors, quelles sont les réalisations qu'on peut noter jusqu'à présent, les réalisations faites par Modibo et ses compagnons? Les réalisations, malheureusement, il y a plein de ces entreprises, de ces entreprises d'État qui ont disparu, qui ont été liquidées par la suite. Absolument. Quand on prend dans le secteur de la transformation agricole, il y a la Comatex, qui fait de la filature. On prend les usines de sucrerie de Dougabougou et Siriwala. Quand on prend aussi l'usine de thé Farako, quand on prend la Sokoma, c'était à Baginda, il y avait l'usine céramique qui était à Djikroni. J'en oublie. Il y a jusqu'à une quarantaine, il y a même la Sokoram dans tous les domaines. Modibo a essayé d'industrialiser le pays, en fait. Et donc, les stades Modibo Keïta, mais il y a plein, dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'industrie, de la transformation, mais toutes ces dizaines d'unités-là, on ne peut pas tout citer aujourd'hui, ils ont été réalisés par Modibo Keïta et ses camarades, et ils avaient une option clairement dirigée, clairement orientée vers le développement industriel du pays, de façon à ce que l'État soit au centre du développement. Alors, Madame Bintou-Founeh Samake, après toutes ces réalisations citées par vos co-débatteurs de la part de Modibo Keïta et de ses compagnons, pourquoi son pouvoir a alors été renversé par Moussa Traoré? Bon, moi, ce que je pourrais dire, peut-être que il y avait une incompréhension, comme je vous l'ai dit, quand on parle d'indépendance, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Le colonisateur c'est une question de pouvoir. Le colonisateur ne va pas quand même lâcher totalement du lest. Donc je pense que, et surtout qu'à l'époque, mes co-colonisateurs viennent de le dire, surtout le président Modibo Keïta en son temps avait choisi une voie socialiste et s'était carrément engagé sur cette voie. Donc de l'intérieur comme de l'extérieur, il y avait vraiment quand même des dissensions. Vous n'avez pas été bien compris dans cette position. Et là, les forces intérieures et extérieures se sont mis ensemble pour pouvoir renverser son pouvoir. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça et qu'est-ce qui a fait que ce pouvoir a été renversé. Donc, c'est qu'il y a eu quand même, après l'indépendance, un virement total vers un régime qui n'était pas quand même de l'assentiment du colonisateur. Et ce qui a fait que, vraiment, on a mis tout en œuvre beaucoup de stratégies pour que ce pouvoir ne puisse pas aller de l'avant. Alors, comment s'est déroulé le règne, si je peux le dire, de Moussa Traoré? Le règne de Moussa Traoré, comment est-ce que les Maliens ont vécu pendant son mandat, si on peut le dire? Bon, je pourrais dire que je suis un produit du règne de Moussa Traoré, je pourrais le dire en tout cas. Ce que je pourrais dire pendant le règne de Moussa Traoré, c'est que je le dis personnellement, c'est que quand je dis que je suis le produit du régime de Modibo, de Moussa Traoré, c'est que j'ai fait pratiquement toute ma scolarité sous le régime sous le régime de Modibo et le régime de Moussa Traoré. Je pourrais dire que
ça n'a pas été du tout très facile, très facile pour les Maliens, parce que c'était devenu un village peut-être à 180 degrés d'un régime socialiste. Nous sommes allés vers un libéralisme total, il faut se le dire, et aussi avec toutes ces difficultés économiques qui ont jalonné ce règne, c'est-à-dire les ajustements structurels, les salaires qui ne tombaient qu'au bout de 3 mois, etc. Et aussi, j'étais en ce moment très jeune, j'étais dans le mouvement estudiantin et nous avons vraiment été réprimés, arrêtés, torturés pendant ce régime-là. Et c'est l'éducation, c'est sous ce régime que l'éducation a commencé sa décadence, parce que l'éducation avait vraiment été dénoncée et les élèves et les étudiants étaient considérés comme des détracteurs du pouvoir. Donc ça n'a pas été facile, pas du tout facile pour la jeunesse malienne, surtout la jeunesse estudiantine. Et donc c'est ce que je pouvais dire par rapport au régime de Moussa Traoré. Alors, vous êtes d'accord avec Mme Bintou Founeh Samake concernant tout ce qui s'est passé pendant le régime de Moussa Traoré? Est-ce que ce sont les répressions seulement qu'on doit retenir, ou bien il y a eu d'autres actions posées auxquelles les Maliens devraient aussi se souvenir? Vous savez, après le coup d'État de 1968, le régime est demeuré pendant 6 ans sans constitution en République du Mali. Donc le pays a été littéralement géré par des ordonnances en 6 ans. Et ce n'est qu'en 1974 que la constitution de la Deuxième République a été votée en référendum, sans entrer en vigueur. La constitution n'est rentrée en vigueur qu'en 1979, parce qu'il est dit dans la constitution qu'elle rentrera en vigueur quand on aura mis la dernière institution. Et la dernière institution, c'était la structure de l'UDPM qu'il fallait donc mettre, puisque l'UDPM est un parti unique mais constitutionnel qui n'aura vu le jour qu'en 1979. Donc on aura fait 11 ans sans vie politique réelle. Alors il va de soi que cette période de la Deuxième République se caractérise par un fait majeur. Un fait majeur qui est la mise en œuvre, si vous voulez, du programme d'ajustement structurel. Le programme d'ajustement structurel a imposé en nos pays, au Mali, une idée d'abord que le développement endogène tel que nous l'avions souhaité était très très difficile et le budget ne pouvait pas soutenir un tel développement, surtout avec le budget qui avait été accordé à l'époque à l'éducation nationale. Mon co-débatteur vient de faire la remarque. La décadence de l'école a commencé avec ce programme d'ajustement structurel-là, qui pensait qu'il y avait trop de scolarisés au Mali, alors qu'on était très très loin encore d'atteindre un seuil acceptable de taux d'alphabétisation dans notre pays. Donc il fallait donc renoncer à cette politique-là. Et cette politique, et surtout quand on se réfère à la réforme de l'éducation de 1962, qui était une réforme très positive, une réforme qui devrait vraiment amener le Mali très rapidement à répondre à ses besoins de développement. Alors, la réforme ainsi imposée par le programme d'ajustement structurel a obligé les enseignants à aller à la retraite anticipée et en laissant les enfants, abandonner les enfants à leur propre sort. On a vu à partir de ce moment-là des pléthores dans les classes. On a vu en ce moment-là des flottations, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui venaient le matin et qui ne revenaient plus l'après-midi, d'autres venaient l'après-midi, ne revenaient pas le matin, ou souvent on a vu des classes différentes, mais dans la même salle. C'est-à-dire que vous avez une première année, une deuxième année qui se côtoient dans la même salle et le même enseignant était obligé. Donc la décadence de l'école est partie de ce seuil-là. Depuis ce moment à aujourd'hui, on n'a pas pu encore remonter ça. La deuxième chose qu'il faudrait remarquer pendant cette période-là, ça c'est la liquidation des acquis.
On a demandé de privatiser. On a demandé à l'État de sortir de tout. Donc, mon collègue Daouda vient juste de le dire. Imaginez toutes les réalisations. On avait à peu près 80 entreprises d'État qui avaient été nées entre 60 et 68. Et à partir de 68, il fallait les liquider. On s'est mis le tissu industriel qui a été mis en place a été complètement liquidé. Les réalisations qui devraient conduire à un véritable développement économique ne l'a plus jamais été. Et nous sommes aujourd'hui à la recherche de ce fait-là. Donc la Deuxième République se caractérise fondamentalement par un peu cette volonté à nous imposer. Je voudrais vous dire, ce n'est pas un secret. Il est vrai qu'il y avait des problèmes que le régime de l'USRD a connus avant le coup d'État. C'est une vérité. Le parti était confronté à d'énormes difficultés qui a amené le président Modibo Keïta à dissoudre les instances du parti. Il va aussi de soi que la milice qui a été créée, il y a eu beaucoup d'aberrations. Mais plus que tout cela, la réforme monétaire de 1962, a été un peu mal perçue par les opérateurs économiques de cette période-là. Donc c'est là le fond du débat qui s'impose à nous aujourd'hui. Nous sommes sortis du CFA pour créer notre propre monnaie, le franc malien, donc monnaie souveraine. Et aujourd'hui, nous pensons que ce CFA, que nous sommes revenus plus tard dans le CFA, et quelques années plus tard, et aujourd'hui le débat est tout à fait posé. Faut-il aujourd'hui une monnaie nationale, une monnaie souveraine qui n'est pas le CFA? Donc je pense que nous allons en parler. Donc il y a des problèmes réels qui ont été posés, qui ont amené effectivement un mécontentement général de la population et qui ont facilité. Mais il faudrait comprendre que derrière le coup d'État de 1968, il y avait la France. Ce n'est pas un secret de polichinelle. De plus en plus, les voix se délient et les gens en parlent. Le coup d'État de 68 a été parrainé, orchestré par la France pour préparer Moussa à venir faire ce coup d'État-là. Donc aujourd'hui, c'est un fait connu. Et comme mon co-débatteur l'a remarqué, effectivement, le choix, la vision politique du président Modibo Keïta était une vision qui allait à l'encontre de la volonté de notre colonisateur, qui était la France. Donc tout devait être mis en œuvre pour faire échouer cet élan qui était déjà assez remarquable. Il fallait tout mettre en œuvre pour faire échouer. Autrement, la réussite en tout cas de Modibo Keïta aurait été un aveu d'échec de toute la période coloniale. C'est ce qui motive en partie le coup d'État. Nous allons donner la parole à Daouda Moussa Fone, il est économiste. Alors, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avons connu 5 coups d'État en 64 ans. Pourquoi cette récurrence de coups d'État au Mali? Selon vous, est-ce que c'est à cause de la gestion politique du pays, de la gestion économique, ou bien c'est dû à quoi, selon vous? C'est dû à un peu de tout. N'est-ce pas? Expliquez-vous alors. Vous savez, les coups d'État à partir de 1992 sont des crimes imprescriptibles. Donc, dans toutes les constitutions, il est dit qu'on doit prendre le pouvoir par la voie des urnes. Et donc, arriver à un coup d'État, c'est d'abord anticonstitutionnel. C'est enfreindre à la loi. Mais les coups d'État aussi surviennent quand il y a des difficultés réelles, quand il y a des blocages et quand la population se soulève le plus souvent, il y a des mécontentements. Et donc il y a des grèves, il y a des marches et tout. C'est quand il y a une rupture de confiance entre la population et les dirigeants que les hommes en tenue s'insurgent au niveau du pouvoir pour prendre le pouvoir. Soit c'est lié... chaque coup d'État a son historique, mais en gros, c'est un peu ça. Et donc c'est un déficit de gouvernance qui amène les coups d'État, en un mot. Et donc, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que quand on est au pouvoir, M. Abdraman a tantôt parlé des difficultés que Modibo Keïta a eues, et donc quand
Moussa Traoré est venu au pouvoir, carrément, comme il l'a dit, ça a été purement la liquidation des acquis. Et donc le programme d'ajustement structurel, par ailleurs, nous a été imposé de l'extérieur, mais en quelque sorte, c'était la réponse aussi à cette liquidation-là. C'est-à-dire quand vous avez une société qui est en train de travailler, et cette société est en train de produire, de réaliser des bénéfices, il n'y en a pas besoin d'ajustement à ce niveau-là. Mais quand on liquide la société, elle ne fait que des déficits, et on a recours à l'État pour subventionner ce déficit-là, bout à bout, et vous avez 1, 2, 3, 4 cas comme ça, ça devient très lourd pour le budget d'État. Et donc quand maintenant vous venez, on peut parler avec vos partenaires, ils disent attention, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ces sociétés sont faites pour réaliser des bénéfices et ils sont devenus un fardeau pour l'État. Ajustons, privatisons. C'est en ce moment que les solutions viennent, y compris la privatisation, la liquidation et tout ce qui s'ensuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sociétés-là ont été dans un premier temps liquidées, mal gérées. Et par nous-mêmes, à l'époque, le plus souvent sous le régime de Moussa Traoré. Et la solution, ça a été l'avènement du programme d'ajustement structurel. Et donc, ça a abouti à la diminution de la qualité de l'enseignement, aux grèves, et puis au mécontentement, et tout ce qui s'ensuit. Et puis, le coup d'État est venu, le 26 mars est venu, et puis le coup d'État a parachevé cela. Et donc, quand on parle de 2012 aussi, c'est pratiquement la même chose. Il y avait les rébellions armées, il y avait tout ce qui s'ensuit au nord. L'armée était dans les mauvaises conditions et les soldats se sont rébellés et ils ont pris le coup d'État. La même chose en 2020. Donc c'est un déficit de gouvernance qui fait en sorte que l'armée s'insurge sur le terrain politique, sinon ce n'est pas normal. D'accord. Quelle est la différence alors entre indépendance et souveraineté? La différence entre indépendance et souveraineté, on nous a donné de l'indépendance, mais la souveraineté, de mon point de vue, s'acquiert. L'indépendance est formelle, on est politiquement indépendant, on peut prendre une décision, on s'appelle Mali, on a une devise, on a tout, mais la souveraineté d'abord, elle s'acquiert par la capacité à se prendre en charge, à faire un bon usage de cette indépendance-là. Ça veut dire quoi? On peut pas, de mon point de vue, on ne peut pas se dire souverain dès lors qu'on n'arrive pas à se nourrir, par exemple. On ne peut pas dire souverain dès lors que... Et même souverain et indépendant, tout devient formel, mais ça devient réel quand on arrive à se prendre en charge sans l'injonction de qui que ce soit. Et au plan économique et financier. On n'arrive pas à s'autosuffire. On n'arrive pas à... Par exemple, la politique monétaire. On ne maîtrise pas du tout notre politique monétaire. La politique monétaire est dirigée par la BCEAO et la politique de la BCEAO est calquée sur la politique de l'Union européenne, de la BCE en Europe. Il faut qu'on en sorte de là. Et donc, quand on arrive à utiliser cette indépendance formelle-là et à s'organiser, à faire en sorte qu'on puisse se prendre en charge que nous-mêmes, premièrement, et quand on peut avoir besoin de l'autre. Mais quand on a besoin de l'autre, c'est pour venir compléter ce qui nous manque. Et dans un processus de négociation, de partenariat gagnant-gagnant. Et dès lors qu'on arrive à s'organiser, à gérer notre pays, de telle sorte qu'on est toujours obligé qu'on nous en dicte, on n'est pas souverain, on n'est pas indépendant. C'est ce que moi je peux le dire. Alors, Madame Bintou Founeh Samake, pourquoi aujourd'hui on entend tout le temps parler du fait que on entend parler de souveraineté retrouvée dans les discours politiques et au niveau des populations, on parle souvent de souveraineté retrouvée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on parle actuellement de souveraineté retrouvée parce que je l'avais dit au tout début que l'indépendance a été acquise sur des transactions qui n'étaient pas réellement en faveur du Mali. Il l'a dit tout de suite, il dit que la souveraineté, c'est lorsque nous pouvons agir de notre propre gré. Et avec les transactions qui avaient été faites lors des indépendances, il s'est agi des transactions qui liaient encore
notre pays au pays colonisateur. La souveraineté, ça veut dire que nous nous sommes totalement détachés de ces transactions et nous pouvons agir de notre propre gré et nous pouvons aussi décider par nous-mêmes sans qu'il n'y ait aucune pression de qui que ce soit. C'est-à-dire nous agissons dans notre propre intérêt. Et nous voulons aussi être respectés dans le choix de ces intérêts. Et c'est ça la souveraineté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, après avoir dénoncé tous ces accords qui nous liaient, le Mali commence à parler de souveraineté retrouvée. Mais moi, je dirais plutôt que nous sommes en train d'aller vers une souveraineté. Nous sommes en train d'aller vers une souveraineté parce que quand on dit souverain, ça sous-entend beaucoup de choses que peut-être que mes co-débatteurs pourront développer et dont je ne souhaiterais pas rentrer dans ce débat. C'est qu'il faudra vraiment, ça sous-entend beaucoup de choses et nous sommes en train d'y aller, je dirais plutôt. Voilà. Alors, professeur, quels sont les défis à relever? Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de défis, mais permettez que je revienne légèrement encore en arrière un peu pour parler d'indépendance et de souveraineté. Vous savez, la souveraineté est une notion historique. Elle prend un peu sa source dans la Grèce antique. Lorsque le souverain, c'est que le roi, était devenu dictateur et avait droit de vie ou de mort sur le sujet, à un moment donné, le peuple a pris conscience que c'est de par leur volonté que le roi est roi. Et si de par leur volonté, le roi est roi, à partir de ce moment, ils veulent s'assumer comme un peuple souverain. Cela veut dire autrement que la souveraineté appartient au peuple. Chaque individu de la société détient un pan de la souveraineté nationale. C'est ça, au fait, qui définit la souveraineté. Et je pense que la Constitution de la République du Mali elle-même, elle le précise, la souveraineté appartient au peuple. Alors ici, aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise. Autrement, il faut le comprendre par notre capacité à nous de nous définir et d'agir. Ça a été très bien d'ailleurs dans la nouvelle constitution que nous venons d'adopter, lorsqu'il a été dit qu'à partir d'aujourd'hui, alors le peuple souverain, c'est-à-dire que toutes les décisions que les gouvernements vont être amenés à prendre, alors elles le prendront de par leur propre gré. Personne ne nous dictera plus qu'est-ce qu'il faut faire. Les choix de nos partenaires, nous en déciderons. Les décisions que nous devrons prendre dans l'accomplissement de nos missions doivent satisfaire les besoins des peuples. C'est tellement bien dit dans la Constitution qu'aujourd'hui on peut en être fier. Maintenant, le tout n'est pas que dans les discours. Il faut passer aux actes. Nous sommes confrontés à d'énormes défis à l'heure actuelle. Le premier des défis est un défi sécuritaire que nous vivons. Notre pays, depuis une dizaine d'années, n'arrive pas à trouver sa stabilité. Et vous savez, tant qu'il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas d'investissement. Et rien ne tourne comme cela se doit. Donc ce défi me paraît être le défi majeur de l'heure qu'il faudrait que nous cherchions tous ensemble à résoudre. Nous avons aussi des défis économiques. L'un est lié à l'autre aussi. C'est que tant qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'investissement. Et quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de richesse. Et regardez un peu qu'on n'arrive même pas à cultiver les terres qui sont disponibles, pour lesquelles les populations ont toujours travaillé pour gagner leur vie. Donc si nous mettons bout à bout, regardez aussi qu'aujourd'hui, à cause de toutes ces questions-là, des défis politiques aussi, à cause des défis politiques, alors nos opérateurs économiques n'arrivent pas à atteindre le volume de transactions qu'ils ont eu souvent à faire. Donc les défis sont d'ordre sécuritaire, les défis sont d'ordre économique, les défis sont d'ordre politique aussi.
cette division de la classe politique actuelle n'envie à personne. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'on retourne en arrière. Vous avez des défis sociaux. Il y a beaucoup de défis. Oui, vous savez, pour le temps imparti, les défis sont aussi d'ordre social. Vous connaissez la santé, l'éducation, tout ce qui concourt dans le domaine du social. Merci beaucoup, professeur. Il y a assez à dire, mais le temps imparti est arrivé à terme. Le thème du grand dialogue d'aujourd'hui était 64 ans d'indépendance, le Mali toujours en marche vers sa souveraineté. Nos invités étaient Bintou Foune Samake, elle est militante pour les droits de la femme, professeur Abdraman Silla, il est historien, et Daouda Moussa Kone, économiste. Je suis Mariam Koulibaly, j'ai eu le plaisir de vous présenter cette émission réalisée par Imran Akilou Maïga. La technique était gérée par Noumdjire et Mamadou Ouattara. Merci et bonne fête d'indépendance à tout le monde.